Et si la clé pour réussir en entrepreneuriat se trouvait à Poudlard? Aujourd'hui, on va quitter le FC Moldu pour devenir un vrai sorcier, un entrepreneur. On va découvrir quelle maison vous correspondrait le mieux dans votre style entrepreneurial. Mais avant... When I call your name, you will be sorted into your houses. Pas Serpentard, pas Serpentard, pas Serpentard. Non, pas Serpentard, pas Serpentard. Gryffindor! Ah. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment si mauvais que ça, Serpentard en business? C'est quoi la meilleure maison pour réussir son entreprise? Figurez-vous que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et oui, aujourd'hui on découvre le business selon les maisons de Harry Potter. Étonnamment, celle pour laquelle j'ai réussi à trouver le plus facilement un équivalent entrepreneurial, c'était pas Gryffondor, non, c'était Poufsouffle. La Poufsouffle, c'est la maison des gens sympas. Ça, c'est ce qu'on dit. Dans Harry Potter, ils sont un peu présentés comme des gros mangeurs, un peu tournés au ridicule, quoi. Mais en vrai, à quoi ça ressemblerait une entreprise Poufsouffle? Évidemment, leur plus grande qualité, ce serait l'éthique. On voit très bien les entreprises engagées socialement ou écologiquement. Et d'ailleurs, généralement, c'est celles-là qui ont la plus grande culture d'entreprise. Ou en tout cas, celle où c'est le plus important, car les gens viennent y travailler parce que c'est leur valeur. Mais maintenant, c'est quoi un entrepreneur Poufsouffle? C'est là que ça a été évident à mes yeux. Parce que imaginez demain, vous avez une super idée d'entreprise révolutionnaire. À perso, moi ce que je ferais, c'est je contacte des investisseurs, je planifie tout pour faire des levées de fonds, et hop, on crée une start-up et on essaie de faire la plus grosse entreprise possible. Les entrepreneurs Poufsouffle, ils font autre chose, ils fonctionnent différemment. Eux, ils disent, non, toutes les levées de fonds, tout ça, nous on fait pas, nous on bosse très dur, et on grandit à notre rythme. Je sais pas vous, mais moi ça me fait bien penser au mouvement Bootstrap. C'est une manière d'entreprendre qui consiste à simplement ne pas lever de fonds. Et justement, en France, on a même un groupe de plus de 100 entrepreneurs qui se caractérisent par leur refus de lever des fonds, le club Bootstrap. Et vous savez quoi? Ça marche! Leur boîte explose! Mais non seulement elles sont rentables, mais en plus elles mettent l'accent sur le bien-être et l'éthique. Mais c'est pas la seule chose à laquelle les organisations Poufsouffle font attention. Évidemment, on parle d'éthique, de travail d'équipe, de responsabilité sociétale des entreprises, donc la RSE. Tout ça, en fait, c'est les valeurs de l'entreprise. C'est ça le plus important aux yeux des Poufsouffle. Un bon exemple de ça, ce serait Patagonia. Le fondateur, Yvan Chouinard, c'est un peu le boss des Poufsouffle. Le mec, il a littéralement donné sa boîte. Il s'est dit, allez cadeau, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Et surtout, il a sorti une super phrase, je trouve. La Terre est désormais notre unique actionnaire. Ça, c'est beau. Et l'autre grand trait de caractère chez les Poufsouffle, c'est le travail acharné et la persévérance. Perso, ça me fait bien penser à GitHub. C'est la plateforme sur laquelle les développeurs ils stockent leur code pour collaborer. Les gens derrière cette entreprise, ils ont complètement révolutionné la manière dont on crée des logiciels. Et tout ça alors que quand ils ont commencé la boîte en 2008, ils ont commencé dans leur garage sans argent. Ils ont bossé encore et encore, ils se sont concentrés sur les retours de la communauté plutôt que chercher à tout prix des investisseurs. Résultat, pour maintenir la croissance, ils ont dû faire 2 levées de fonds, mais c'était bien plus tard, et ils se sont fait racheter par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars. Ouais, pas mal. Mais attention, tout n'est pas tout rose, car être une entreprise Poufsouffle, c'est dur, vraiment dur. Si on reprend le mouvement Bootstrap par exemple, leur boîte peut être rentable et bien fonctionner, mais face à des entreprises qui ont levé des millions, c'est difficile de jouer dans la même cour. Imaginez qu'une nouvelle technologie arrive dans le secteur, les entreprises Bootstrap auront beaucoup plus de mal à la financer que les entreprises start-up qui auront des millions, ils auront juste à faire une levée de fonds. Et puis leur humilité, elle peut un peu les rendre moins visibles sur le marché. Tout le monde les aime bien, évidemment, mais parfois personne fait vraiment attention à eux. Mais ils tiennent bon, parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est juste. Et cette approche, elle convient à de plus en plus de personnes. De plus en plus de gens se concentrent sur leurs responsabilités sociales et environnementales plutôt que sur leurs revenus. Alors oui, les entreprises Poufsouffle grandissent peut-être moins vite, elles font peut-être moins de bruit, mais elles sont là, solides et éthiques, elles changent le monde à leur façon. Et vous savez quoi? Je pense que c'est ça la vraie manière de voir le business selon les Poufsouffle. C'est pas juste être gentil et travailler dur, non, ça c'est évident. C'est comprendre que leur succès, c'est pas juste un gros compte en banque, c'est créer quelque chose qui a un sens, qui rend le monde meilleur. Ouais, ça doit être ça Poufsouffle. Et Serre d'Aigle alors, à quoi ça ressemble? La maison de l'intelligence, de la rigueur, de la curiosité, même des sciences. Évidemment, il n'y a pas à aller chercher très loin pour comprendre que Serre d'Aigle, c'est vraiment la partie technique de l'innovation. Aucun doute là-dessus. C'est des entreprises qui repoussent constamment les limites de la technologie et de la science. Le premier nom auquel je pense quand je parle de ça, c'est OpenAI. Parce qu'au départ, c'est carrément une organisation à but non lucratif. Les fondateurs, ils s'étaient donné comme mission de créer une intelligence artificielle qui serait bénéfique pour l'ensemble de la population. Bon, quelques années plus tard, elle a perdu son statut de non lucratif et c'est devenu
devenu une structure à profit limité. En gros, la mission reste la même, mais ça permet d'attirer les investissements. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est l'intrapreneuriat, en particulier dans le R&D. Voilà, c'est des gens qui créent leur propre branche d'une grande entreprise pour faire uniquement de la recherche et du développement. Leur seul but, c'est de faire avancer la recherche en sciences et en technologie, par exemple. L'exemple qui me vient en tête direct, c'est Google DeepMind. Bon, en l'occurrence, c'est une startup qui a été rachetée par Google, mais c'est un bon exemple. Demis Hassabis, le fondateur, il voulait créer une IA générale pour résoudre les plus gros problèmes de l'humanité. Lui, ce qu'il voulait, c'était comprendre le fonctionnement du cerveau humain, en tentant de distiller l'intelligence dans une construction algorithmique. Ouais, ça fait vachement serre d'aigle dit comme ça, c'est vraiment les boîtes qui font des révolutions dans l'innovation. Évidemment, c'est une de leurs plus grosses forces. Il y a les plus gros cerveaux scientifiques et académiques, donc ça attire les autres personnes brillantes en académie. Mais les organisations serre d'aigle, c'est pas la seule chose à laquelle ils font attention. On peut parler de la créativité, de la rigueur scientifique ou de l'apprentissage continu, enfin bref, l'excellence intellectuelle quoi. Mais le plus important chez elles, c'est de faire avancer la science. C'est l'innovation continue. Un bon exemple de ça, c'est Steve Jobs. Non, on va pas encore parler d'Apple, on en parlera plus tard, vous inquiétez pas, on va parler de Pixar. Quand il a racheté l'entreprise, il a compris que le plus gros trésor, c'était pas la technologie, c'était la créativité de ses employés. Car au départ, Pixar, leur plan, c'était de construire des ordinateurs hyper puissants pour les vendre à des entreprises, comme le Pixar Image Computer. Mais c'est un gros flop. Du coup, Steve Jobs a décidé de complètement changer de stratégie, et il a bien fait, parce que la créativité des employés a bien montré que dès le premier court-métrage, même si c'était une démonstration, ça a fait un carton. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on a eu le premier long-métrage d'animation 3D de l'histoire, Toy Story. Il a créé un environnement où l'innovation et la créativité sont au cœur de tout. L'autre trait de caractère des serres d'aigle, c'est la curiosité. Comme chez 23andMe, une boîte qui a tout changé dans les tests génétiques. Anne Wojcicki, la fondatrice, visait bien plus haut qu'un simple business rentable. Son objectif, révolutionner la compréhension de l'ADN humain. Puis résultat, l'une des plus grandes bases de données génétiques au monde. Une révolution pour la recherche médicale. Et ça, c'est parce que les serres d'aigle sont perfectionnistes. Mais c'est pas forcément qu'une qualité. Forcément, quand on se concentre uniquement sur les recherches et le développement, on met beaucoup de temps avant d'arriver sur le marché. Et puis leur amour pour la théorie peut ralentir leur application dans la vraie vie. Pour ça, une des solutions qui est très utilisée, c'est le MVP, le produit minimum viable. Le principe, c'est de créer le produit le plus petit possible, le plus basique possible, avec les fonctionnalités essentielles, pour pouvoir le lancer le plus tôt possible sur le marché et savoir si ça va bien marcher ou pas. Et une fois que c'est fait, si ça marche, on itère le plus rapidement possible. Même si cette approche, ça correspond plutôt à une autre maison, mais on en parle juste après. Les entreprises serre d'aigle sont sûrement pas les plus rentables au début. Elles mettent généralement plusieurs années, voire dizaines d'années à y arriver, et encore, si elles y arrivent. Mais en attendant, c'est elles qui font le plus avancer la science et qui changent le monde. Et là, on arrive évidemment à la partie que tout le monde attend, Gryffondor. C'est qui votre entrepreneur préféré? Moi, le mien, je pense que c'est Steve Jobs. Et en fait, peu importe. Parce que vous pouvez aller demander à n'importe qui dans la rue, la majorité du temps, on va vous répondre quelqu'un avec un nom un peu connoté Gryffondor. Mais alors pourquoi? Peut-être parce que c'est les plus riches. Elon Musk, le mec le plus riche du monde quand même. Ou Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin. Son entreprise marchait déjà, mais il a continué à ouvrir encore plus de nouvelles branches. Un jour, il s'est même dit, allez, on va faire du tourisme spatial. Non mais n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'est né Virgin Galactic. Mais en faisant ça, tout le monde pense qu'il est fou, jusqu'à ce qu'en 2021, il fasse son premier vol suborbital. Et c'est là que je réalise un truc, c'est que chez Gryffondor, c'est pas une question de qui a fait le plus d'argent, c'est une question de qui est le plus fort en audace et en innovation disruptive. Ça, c'est des vrais traits Gryffondor. Généralement, c'est les entreprises avec la vision la plus ambitieuse. Les gens y travaillent parce qu'ils veulent se changer eux-mêmes et changer le monde. Ce que je trouve drôle, c'est que à chaque fois, c'est eux qui ont l'air le plus ridicule au début. Mais avec leur courage et leur audace, c'est ça jusqu'à ce qu'ils réussissent et que tout le monde les respecte. D'ailleurs, ça me fait penser à Tesla. Quand en 2003, Eberhard et Tarpenning l'ont fondé, rejoint un an plus tard par Elon Musk, ils disent « Ok les gars, on va révolutionner l'industrie automobile. » Mais on est en 2004, tout le monde roule au gasoil sans plomb 95, personne n'y croit, tout le monde se moque d'eux. Ils disent « Ah, une nouvelle marque de voiture électrique en plus, ça va être quoi, une voiture sans permis? » Et après, on a vu Tesla nous expliquer que ça va parler de voiture électrique cool. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent la Roadster, une voiture de sport électrique qui fait 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. Et c'est là que tout le monde se rend compte. Oh mon dieu, ces mecs ont réussi à rendre la voiture électrique cool, à une époque où tout le monde s'en fichait. Et aujourd'hui, on en pense ce qu'on veut, mais Tesla, c'est le constructeur automobile le plus valorisé du monde. Puis j'ai continué la liste et j'ai vu SpaceX. Et là, Elon Musk, c'est un malade. Il veut racheter des missiles russes pour en faire des fusées. Il veut à nouveau révolutionner une industrie avec des moyens ridicules comparés aux concurrents. Encore une fois, tout le monde se moque de lui dit que c'est impossible. Puis au début, ils ont raison. Il se rate une fois, deux fois, trois fois, tellement qu'à la fin, il a plus rien.
Mais la quatrième fois, ça marche. La fusée est en orbite basse. Et il vient encore de révolutionner une industrie. Puis j'ai pris ces deux exemples, mais ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être PayPal. Tout ça, ça a marché parce que Musk a osé défier une industrie déjà bien établie. Bon après, ça reste un personnage très controversé, mais c'est un cool exemple de Gryffondor. Ouais. Car oui, chez eux, il y a le leadership, la résilience, l'innovation disruptive, mais le plus important, c'est la vision. Comme Netflix. Reed Hastings, en 2007, il dirige une boîte qui envoie des DVD par la poste. Et là, il imagine le futur de divertissement. Et il prend la décision la plus Gryffondor possible. Tout miser sur le streaming. À l'époque, Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'était complètement fou comme pari. Netflix a non seulement pris, mais a révolutionné la manière dont on consomme du contenu aujourd'hui. Ils ont réussi à créer un nouveau marché. Comme Airbnb d'ailleurs. Brian Chesky et ses potes, ils commencent en 2008, en pleine crise financière. Aïe aïe aïe, ça commence mal. Leur idée est permettre aux gens de dormir chez des inconnus. Ouais, vraiment, dit comme ça, c'est vraiment absurde. Et pourtant aujourd'hui, ils sont valorisés à plus de 100 milliards de dollars. Et vous commencez à voir où je veux en venir avec mes exemples. C'est uniquement des entrepreneurs qui osent énormément, qui prennent des risques et qui défient le statu quo. C'est pas pour rien que c'est eux qui sont les plus mis en avant. C'est eux qui démarquent l'entrepreneuriat. Enfin, c'est surtout aussi parce que c'est eux qui prennent le plus de risques. Lorsqu'il a développé son programme spatial, l'équipe de Richard Branson a fait face à des accidents mortels. Pareil pour SpaceX, il aura fallu 3 échecs à plusieurs millions de dollars avant de réussir à mettre une fusée en orbite basse. Leur plus grande qualité, leur audace, peut aussi les perdre. Et ça plaît pas à tous les investisseurs, car une entreprise fondée par un Gryffondor, c'est une chance sur 1000 que ça fonctionne. Mais si ça perce, ce sera sans doute le prochain géant que tout le monde connaîtra. Leur approche est la plus risquée, mais elle est souvent à l'origine des avancées les plus significatives. Allez, celui-là il va être compliqué, maintenant c'est Serpentard. Le premier truc auquel j'ai pensé en pensant à un business Serpentard, c'est l'infopreneuriat. Un infopreneur, c'est quelqu'un qui crée et vend des produits d'information en ligne, monétisant son expertise. Évidemment, les premiers qui nous viennent à l'esprit, c'est les arnaqueurs, ceux qui vendent des coachings alors qu'ils sont même pas experts de leur domaine. Ouais bon, ça rappelle certaines caractéristiques de Serpentard. La ruse, le mépris des règles, la provocation, l'élitisme. Mais en fait, c'est pas exactement ça. Car évidemment, il peut y avoir de l'infopreneuriat bien fait. Et mieux encore, il peut y en avoir dans chaque maison. Et puis ça éclipse de grandes qualités des Serpentards aussi. L'ingéniosité, la perspicacité, la compétitivité, le leadership. Alors ils font quoi comme boîte, les Serpentards? Solopreneur? Non, pas assez ambitieux. L'intrapreneuriat? Pas assez compétitif, non. Une boîte bootstrap alors? Ouais, non, là, vraiment pas. En fait, les maisons Gryffondor et Serpentard sont vraiment très proches. La différence entre les deux, c'est pas le type d'entreprise ou le financement, c'est l'approche de l'entrepreneuriat. Mark Zuckerberg, c'est un bon exemple. Au départ, il a fondé Facebook avec comme objectif de connecter le monde entier. Puis bon, son style de leadership est décrit comme autocratique. D'après des témoignages, il n'hésite pas à être dur avec ses employés. Mais encore plus évident, la stratégie d'acquisition de Meta. L'entreprise a systématiquement racheté ses concurrents pour rester tout en haut, pour continuer à dominer le marché. Et d'ailleurs, c'est la même stratégie que Larry Ellison, le patron d'Oracle. Le mec, il a créé l'une des boîtes de tech les plus agressives du monde. Sa stratégie, si tu peux pas les battre, rachète-les. Ce qu'ils veulent, c'est dominer le marché, comme Goldman Sachs. En gros, c'est la banque d'investissement. Ils sont pas là pour révolutionner le monde, non. Ils sont là pour dominer la finance et rester au-dessus de la compétition. Parfois, leurs stratégies peuvent être impitoyables, comme Uber au début, qui était carrément dans l'illégalité. Dans certaines villes, leurs services n'étaient pas autorisés. En gros, ils ont créé un logiciel secret qui leur permettait de visualiser et d'éviter les forces de l'ordre. Le truc était hyper sophistiqué. Ils utilisaient les données de géolocalisation pour repérer les bâtiments officiels et ils vérifiaient si les cartes de crédit appartenaient à des syndicats de police. Pire, ils les stalkaient sur leurs réseaux sociaux pour identifier les agents. Une fois qu'ils repéraient un policier, ils leur montraient une fausse version de l'appli, avec des fausses voitures fantômes. C'était tellement bien pensé que ça a marché pendant des années avant qu'un lanceur d'alerte fasse fuiter ça au New York Times. Bon alors là, les problèmes sont évidents. Les traits les moins flatteurs de la maison parlent d'eux-mêmes. Manipulation, élitisme, voire cruauté, tout le monde admire leur réussite. Mais parfois, leur quête de pouvoir peuvent leur faire oublier l'éthique. Bien qu'ils étaient souvent critiqués pour ça, Serpentard a produit des entreprises parmi les plus innovantes et performantes du monde. Bon ok, maintenant on va jouer à un petit jeu. On va essayer de classer les GAFAM dans les différentes maisons de Poudlard. Alors Google, je pense... Serre d'Aigle, ouais, il y a beaucoup d'innovation, de recherche, l'intelligence artificielle aussi, bah, ils sont quand même obsédés par la connaissance, la technologie. Ouais, allez, Serre d'Aigle. Après, il y a quand même un côté Serpentard, hein, quand ils donnent un chèque immense à Apple pour rester le moteur de recherche numéro 1 sur les iPhones, c'est quand même de la ruse, quoi. Non, allez, Serre d'Aigle, c'est très bien.
Ensuite, Amazon. Alors, Amazon, je dirais Serpentard quand même. L'ambition de Jeff Bezos déjà, puis la domination totale du marché, leur stratégie quand même assez agressive. Ouais, Serpentard, c'est bien, Serpentard. Alors, Facebook, ouais, bon là, pas trop d'hésitation, Serpentard direct. Au début, peut-être un peu Serre d'Aigle pour l'innovation, mais maintenant, clairement, Serpentard, il n'y a aucune hésitation. Leur stratégie d'acquisition, la collecte de données, tout ça, c'est vraiment 100% Serpentard. Microsoft, difficile. Sous Bill Gates, je pense sous Bill Gates, c'est Serpentard. Et sous Satya Nadella, je dirais plutôt Serre d'Aigle, avec le côté plus IA, cloud. Il y a beaucoup plus de recherche, de technologie, de science. Ouais, du coup, maintenant, je dirais Serre d'Aigle, ouais. Et puis, Apple. Et puis, c'est là que ça m'a frappé. J'aime beaucoup Apple, c'est la meilleure boîte que j'aurais aimé créer. Quand je regarde Steve Jobs, je vois sa vision révolutionnaire, son audace, des traits typiquement Gryffondor. Mais je vois aussi sa détermination implacable, son ambition sans limite, des caractéristiques purement Serpentard. Et puis on pourrait continuer avec Serre d'Aigle et Poufsouffle aussi. Et c'est là que j'ai compris, les meilleures entreprises, les meilleurs entrepreneurs, ils font pas partie d'une seule maison. Ils prennent le meilleur de chaque maison. Apple, c'est l'audace de Gryffondor, d'oser révolutionner des industries. L'intelligence de Serre d'Aigle, pour créer des produits innovants sur le plan technique. C'est l'ambition de Serpentard pour dominer le marché. Et même Poufsouffle, hein. On dirait pas, mais cette obsession des détails à l'expérience utilisateur, c'est quelque chose d'essentiel chez Apple. Et puis le respect de l'éthique et de l'environnement aussi. Et puis s'il leur manque un peu de Serre d'Aigle, je sais pas, ils vont embaucher des Serre d'Aigle. Car le plus important, c'est la collaboration. C'est ça qui fait la force d'une entreprise, c'est d'avoir un peu de chaque personnalité. Alors la prochaine fois qu'on vous demande dans quelle maison vous êtes, souvenez-vous, les plus grands succès viennent de ceux qui savent prendre le meilleur de chaque maison. Mais en vrai, vous seriez de quelle maison? Perso, j'aime beaucoup Serre d'Aigle, mais je pense Gryffondor quand même. Dites-moi tout ça en commentaire ou taguez-moi sur vos vidéos, je le verrai. Allez, c'était Alexandre LP, abonnez-vous et souvenez-vous, le succès, c'est pour ceux qui osent. Vachement Gryffondor dit comme ça.